Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de répondre présent à ce rendez-vous de l'actualité internationale. Joël Ataï-Guédégbé, bonsoir. Bonsoir. Seulement. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance. Hamzat Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Consultant et analyste géopolitique. Nous attendons dans quelques instants Morgan Asogba Mentonji, consultant, analyste géopolitique et expert en relations internationales, qui, je l'espère, va nous rejoindre très vite. Actualité internationale, nous ne pouvons pas ne pas parler de la situation au Burkina, une situation qui s'est quelque peu, on va dire, normalisée, apaisée. Nous l'évoquions la semaine dernière. Alors, un militaire chassant un autre, le nouvel homme fort du pays des hommes intègres a pour nom Ibrahim Traoré, grade de capitaine, avec les mêmes griefs retenus contre Christian Roch Kaboré il y a 8 mois. Et depuis, on peut le signaler, tout le monde le sait aujourd'hui, Damiba est en exil au Togo. Alors, retour à la case départ, rebelote. Il faut espérer que non pour le Burkina, parce que le temps passe et disons que la situation du pays n'a pas l'air de s'arranger, ne serait-ce qu'au vu du nombre de réfugiés à l'intérieur du pays. Et donc ça veut dire beaucoup de perturbations dans la vie sociale et économique. Nous sommes à une rentrée un peu partout. Difficilement, certains enfants auront droit à un minimum d'enseignement, d'instruction. Donc, cette guerre ou ce conflit a besoin d'être appréhendé de manière plus holistique. Et en tout cas, ceux qui font profession de diriger le pays, de vouloir lui trouver une issue, se doivent de présenter des feuilles de route ou une feuille de route assez pertinente pour créer le consensus et une dynamique de reprise en main du pays. Vous Abdoulaye, 8 mois de perdu? Oui, presque 8 mois de perdu, parce que si on doit revenir sur les mêmes problèmes, les mêmes fautes qu'on reprochait à Roch Kaboré 8 mois plus tard, c'est dire qu'ils ont fait 3 pas en arrière et un seul en avant. Donc, logiquement, c'est que du temps perdu. Du temps perdu aussi par rapport aux engagements pris avec la CEDEAO. C'est vrai que le Burkina Faso ne veut pas marcher sur ce principe des 2 ans octroyé par la CEDEAO pour la transition, mais il faut être aussi objectif. 8 mois de perdu, ce n'est pas du tout rien dans la machine d'une transition. Et vous savez, l'organisation d'une élection, ça ne se fera pas dans ces conditions sécuritaires défaillantes, dans cette crise interne au sein de l'armée et aussi dans cette inquiétude d'union nationale qui perd à vraiment être une réalité. Eh bien, ça va être très compliqué de respecter ce calendrier, même si on se veut optimiste. Donc, 8 mois de perdu, c'est toute une logique. Est-ce que le capitaine Ibrahima Traoré va pouvoir renverser la donne? Je suis je suis très sceptique, je vais dire, par rapport à cette question, parce que très loin de susciter l'unanimité au sein de l'armée, et bien même au sein de la population aussi, je crois qu'il y a des voix dissonantes qui ne sont pas complètement pour la méthode employée. Est-ce que cela va lui donner le champ libre pour pouvoir vraiment faire ce qu'il veut faire? Il a dit avant décembre, il y aurait un nouveau président de la transition pour continuer. Est-ce que ce sera un civil? Est-ce que ce sera un militaire? Il est très très flou sur la question, mais on restera dans le temps pour savoir ce qui va se passer. Ce qui est certain, on est très dubitatif par rapport à la suite de ce qui se passera au Burkina. Voilà, Jonathan Guédégbé, est-ce qu'on peut synthétiser les raisons qui ont pu amener à ce nouveau coup de force? Je crois que cumulativement aux raisons énoncées le 24 janvier quand on renversait le président Kaboré, il y a eu la gestion intrinsèque du pouvoir par le lieutenant-colonel Damiba. Et je crois qu'il y a particulièrement 2 griefs qui peuvent être relevés à son encontre. Premièrement, la question des salaires. C'est symbolique à plus d'un titre. Et comment peut-on venir se servir et pratiquement doubler les émoluments au motif qu'on est venu trouver un projet de décret là? Doubler les émoluments, je le rappelle, de ceux qui dirigent du des officiers supérieurs. Des officiers supérieurs. Donc ça donne l'impression qu'on est franchement venu s'en mettre plein les poches. Et il est assez rare que dans les raisons
et qu'on invoque pour un coup d'État, on parle de l'enrichissement des uns et des autres. Le capitaine Traoré et les siens n'ont pas manqué d'indexer cette cause-là. Et toujours sur fond de difficultés à régler ou à avoir des succès militaires probants, à libérer quand même des portions importantes du pays, il y a, deuxièmement, au plan symbolique, cette réconciliation maladroite, ce retour, et pour de tout Blaise dire, Compaoré. voilà, gênant du président Compaoré, alors qu'il était déjà sous le coup d'une condamnation à l'issue du procès du capitaine Thomas Sankara. Des assassins du président Du meurtre de Thomas Sankara. Sankara, ouais. Alors, bon, ça suffit pour excéder la troupe, parce que les mêmes causes produisant à peu près les mêmes effets, on a eu symboliquement et concrètement là le convoi qui a été attaqué quelques jours avant, et qui a indiqué que manifestement on n'empruntait pas le bon chemin. Voilà, dans la gestion de la crise. On a pu observer aussi que dans la foulée de ce renversement, le colonel Damiba avait encore dimanche dernier ou samedi la possibilité de se maintenir au pouvoir parce que, ayant, disons, une plus grande partie des autres unités de l'armée avec lui, il y a eu la bascule de cette agitation du couvert français qui a fait que la population se sont ruées dans les rues et du coup a fait basculer le pouvoir Je crois que là, le capitaine Traoré et les siens se sont montrés bien manœuvriers, et notamment par le biais de la communication, pour ne pas dire de la manipulation de l'opinion. En tout cas, ils ont su gagner la bataille de l'opinion en prenant tout de suite à témoin la population, en lui permettant de venir faire la différence. Et c'est finalement pas la première fois, c'est comme une tradition qui se répète au Burkina, où donc la foule peut venir, on arrive parfois à venir arbitrer les conflits au sommet. On l'a vu en 2014, et on l'a vu lors de la tentative de coup d'État du général Diendéré. Et bon, finalement, cette fois-ci, donc il faut aussi compter avec cette opinion publique de plus en plus revendicatrice, de plus en plus radicale, et avec des ciblages assez inquiétants pour l'ancienne puissance colonisatrice. Justement, est-ce que cela n'est pas inquiétant de brandir le sentiment anti-français? Et on l'a vu, vous parliez d'habileté, juste après que le pouvoir a été consolidé, le même capitaine s'est dissocié rapidement. Un peu la France dans ses velléités de soutien au Est-ce que c'est pas cette instrumentalisation de ce sentiment anti-français dont on ne peut pas nier l'existence à moins d'être aveugle et sourd? Est-ce que ça n'inquiète pas et ça ne prépare pas à d'autres foyers de déstabilisation? Clairement, si on se réfère au Mali dernièrement ou encore au Sénégal, eh bien, on peut se rendre compte que ce sentiment anti-français est grandissant au sein des populations dans la région, je vais dire, ouest africaine, particulièrement francophone. Et le Burkina Faso ne fait pas exception à cette règle qui est en train d'être généralisée. Et est-ce qu'il faut s'inquiéter dans un sens aussi politique? Je crois que oui, parce que vous avez vu avec l'intervention de la ministre des Affaires étrangères française qui a, d'une façon, dans son intervention, essayé de dédouaner la diplomatie française dans tout ce qui se passe au sein lors de ce coup de force-là. Et ça traduit aussi un malaise très important parce que si la technique de communication des autorités françaises, de la diplomatie française, à la base étant très discrète, comme on le sait aujourd'hui, est obligée de se justifier pour des choses qui ne le concernent pas, eh bien, on a de quoi craindre qu'à l'avenir, la France puisse être déboutée de ces États. Mais on verra bien comment ça va se passer parce que ça reste très délicat. On sait que la France a une base au Burkina Faso, par exemple, et c'est pas du jour au lendemain que ça peut se faire. Une facilité, on va dire. Oui, comme les Américains d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Comme les Américains. C'est vrai, mais les Américains ne font pas objet autant de critiques comme les Français, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il faut prendre cette réalité en compte. La France est de plus en plus contestée. Les actions françaises aussi, militairement bien entendu, sont de plus en plus contestées dans cette sous-région. Et forcément aussi les décisions politiques
diplomatiques aussi de la France sont de plus en plus contestés aussi. C'est aussi une réalité. Voilà, on se dit aussi que la France essaye de trouver la bonne formule. L'ancien président François Hollande, on va dire, qui a été au départ de toute cette épopée française dans la sous-région avec l'intervention au Mali, disait, évidemment, il disait deux choses. Nous n'avons rien à faire là s'ils ne veulent pas de nous, mais en même temps, il ne faut pas se désengager du Sahel. Oui, mais en même temps, il faut rappeler que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Si la France s'installe dans le Sahel, ce n'est que pour ses intérêts. On ne devrait pas l'oublier, ça. Et même en diplomatie, on parle que d'intérêts en réalité. Donc la France n'est pas là pour jouer au bon samaritain, très loin de là. La France est là pour défendre ses intérêts. Aujourd'hui, les jeux géopolitiques et géostratégiques sont en train de s'inverser. On l'a vu avec la guerre en Russie, on l'a vu aussi avec les interventions, je vais dire, entre les Européens d'une part et les Russes d'autre part. Ensuite, les relations qui se sont progressivement effritées entre les autorités africaines, particulièrement maliennes, et ensuite la rue, la population qui se soulève beaucoup plus facilement, et même Internet aussi a généralisé la chose. Est-ce que ce n'est pas ça le plus inquiétant? Beaucoup plus facilement. On est déjà dans... Est-ce que cette façon d'agiter l'opinion publique a des fins de pouvoir? Parce que le corollaire, c'est que quelques temps après, on a tout fait de les décevoir après, et le résultat, c'est qu'il y a la possibilité que cette opinion publique-là se radicalise. Parce que entre le coup d'État de Damiba et ce coup d'État-là, on a pu voir quand même que les installations françaises ont été attaquées. Donc là, on est passé un cran au-dessus dans la radicalisation. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que, indépendamment même d'une supposée intervention de la France au Burkina, et dans le cadre du repli des troupes françaises du Mali, on a vu comment les troupes françaises ont été prises à partie, ont été empêchées de progresser pendant des jours par la population. Donc c'est quand même un indicateur. On ne parlait pas de Russie à l'époque, ni de manipulation. Parce qu'il y a inconsciemment, ou il y a quelque part quand même le sentiment que l'ancienne puissance colonisatrice tente de reprendre la main ou d'installer quelque chose qui échapperait aux intérêts des populations. Mais permettez, on se cantonne souvent à l'Afrique de l'Ouest, mais parlons de la France, son précaré va jusqu'en Afrique centrale au moins, et avec la situation du Tchad, où on a vu le président Macron prendre la main du fils Déby, l'installer, l'introniser quasiment sans exigence. Donc, et d'ailleurs, assez silencieux sur les derniers développements. Absolument, oui. La transition se prolonge avec le droit pour le fils de ces animateurs de la transition de se présenter. Donc, on a un sentiment de deux poids, deux mesures. Et je ne serais pas tout à fait d'accord avec M. Abdoulaye Hamzat tout à l'heure, qui disait que la diplomatie française était relativement discrète. Je crois qu'elle n'a pas été toujours. Le président Hollande, d'une certaine manière, mais le président Macron, pas du tout. Et bien qu'il ait donné l'impression de vouloir rompre avec la France-Afrique. Et pire encore, son ministre des Affaires étrangères, je crois, non, Jean-Yves Le Drian, qui fut ministre de la Défense sous Hollande, a été représentatif, a été le symbole même des injonctions, pour tout dire, en cas du manque d'égard dans les relations qu'on peut avoir avec un partenaire. Et je crois que tout ça a contribué à exacerber les tensions. Et évidemment, la gestion du Mali et les prises de position intempestives de M. Macron avec des injonctions aux besoins à la CEDEAO ont indiqué qu'on avait franchi le Rubicon. Et donc les Russes ont peut-être su habilement s'engouffrer et ont, contrairement aux Chinois, autre bête noire de la France, mais au plan économique, les Russes ont pu amener de la présence militaire, du matériel visible, et là, certainement que c'est devenu un peu plus concret comme menace pour les intérêts français. Je crois que ce n'est que de ça qu'il s'agit, mais que l'Afrique sache qu'elle ne pourra pas changer un maître pour un autre. Donc la voie pour l'indépendance reste encore bien étroite pour nos peuples et nos pays. Voilà, du côté d'Abidjan, beaucoup de spécialistes agitent le chiffon rouge en vous paraphrasant, en disant en réalité l'objectif de cette nébuleuse de déstabilisation
qu'on attribue à la Russie viserait in fine les pays de la côte et surtout la Côte d'Ivoire, qu'on comprend pour être le premier, oui, le la premier première partenaire, économie, la première économie de la zone sous-région, franc, mais surtout l'autre voie de la France. Et donc, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara serait l'objectif ultime. Oui, symboliquement, ce serait une drôle de prise. En tout cas, ce serait une prise importante pour les Russes, si tant est que ce soit l'objectif. Mais ce qui est clair, c'est que les positions bougent et que, bien qu'il ne soit plus question de bloc de l'Est contre l'Ouest, de pays non alignés, chacun essaie de se frayer son chemin et de tirer le maximum d'avantages des contradictions qu'il peut y avoir dans le jeu des puissances, autant internationales que régionales. On s'étonne dans la situation du Sahel de voir finalement que le Big Brother, le Nigeria, est presque silencieux. Parce que lui-même, subissant les assauts de Boko Haram et n'ayant pas réussi à démontrer grand-chose. Bon, en même temps, du côté d'Abuja, il y a quand même pas fin de pouvoir, fin de règne. Donc, oui, même on est déjà dans l'après. Oui, sans doute, mais ce n'est plus... Enfin, quels que furent les régimes, il y avait la réputation de puissance. Un certain interventionnisme. Oui, même un certain interventionnisme. On découvre que le Nigeria aussi a les bras coupés. Et peut-être que ça facilite l'avancée d'autres puissances dans la région. On attend de voir quel va être le jeu de l'Algérie par rapport à tout ça. Le paradoxe avec cette question du sentiment anti-français, c'est que vous parlez du Nigeria à juste titre, c'est que depuis pratiquement une dizaine d'années, les investissements français en Afrique ne n'ont plus pour destination privilégier l'Afrique francophone, mais l'Afrique anglophone. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, ça confirme ce que disait... Justement, donc il y a ce paradoxe dans l'opinion publique qui tend à montrer qu'effectivement la France serait responsable de tout dans nos régions, alors que la bascule économique et géopolitique a déjà été faite depuis la fin du mandat d'Hollande et avec encore plus avec Emmanuel Macron. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est vrai que les investisseurs ne s'investissent plus, permettez la tautologie, ne s'investissent plus autant que c'était le cas il y a quelques années en Afrique francophone, au profit de l'Afrique anglophone, on va dire. C'est une réalité. Les investisseurs ne suivent pas forcément les courants de l'État. Les investisseurs suivent le courant économique et là où ça sent plus bon, eh bien, ils y vont. Oui, mais on sait que l'État ouvre les chemins. L'État... Il y a encore quelques mois, Macron recevait en grande pompe la quintessence des milliardaires nigérians. Ils ont tous été décorés. Et donc les contrats ont été signés devant lui, les contrats pour la raffinerie de tout ça. Pour corroborer ce que vous dites, la France est toujours restée très au-devant de ces entreprises, notamment par le mécanisme de la COFAS, qui garantit un peu les affaires avec les autres pays. Et j'ajouterai en termes de chiffres également un autre indicateur que décidément, il faut qu'on sorte des sentiments, du sentimentalisme, parce que là où, au-delà de l'intervention militaire de Serval initiée par le président Macron, non, le président Hollande, autant pour moi, là où on a pu espérer à la fois une réponse militaire, mais en même temps une réponse par rapport aux questions de développement. Oui, une réponse à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça n'a pas suivi. Oui. Il y a eu du saupoudrage. Il y a eu à peine 3% de l'aide au développement de la France qui a été mise dans ces régions, alors qu'on sait également que pour contingenter le phénomène, il faut une réponse sociale. Il faudrait vraiment une réponse sociale, voire économique. Et donc, ce qui est très loin d'être le cas. D'accord. Alors, quels peuvent être les prochains développements, les répercussions pour la sous-région? De toute façon, c'est le plus important. Un pays comme le nôtre est forcément concerné parce que si les sécuritaires burkinabés, si le Burkina est déstabilisé, c'est que forcément une partie de notre pays est aussi déstabilisée. On a le blocus de Djibo qui n'a pas encore été levé jusque-là. Donc on a l'impression d'une prise en main d'une bonne partie du territoire par les djihadistes. Les nouveaux maîtres de Ouaga laissent entendre qu'ils ont réussi un ravitaillement de la région. Bon, toujours la bataille de l'opinion. Donc
Comment Oui, on arrive à... la sous-région a toujours été sous la menace depuis la crainte des attaques terroristes, la crainte de la menace sécuritaire qui plane tout le temps sur nos têtes. Et les pays du Golfe ne sont pas du tout épargnés. Donc le travail, il est là, à ce niveau. Les gouvernants, à leur niveau, doivent faire leur effort, continuer à faire la bataille de l'information, parce que c'est là où ça se passe. Il faut être mieux informé, les services de renseignement doivent être vraiment outillés, et il faut que, forcément, sur le terrain, dans les régions du Nord, quand j'évoque le Bénin, il faut que les forces armées présentes sur le terrain puissent être outillées, formées et aguerries, à être aussi... Il faudrait qu'ils soient mieux formés afin d'anticiper sur d'éventuelles attaques, parce que rien ne garantit qu'on est à l'abri des attaques. Et l'autre chose aussi qu'il faut souligner par rapport à cette influence qui est grandissante, c'est que il faut pas faire une comparaison parallèle de ce qui se passe au Burkina et transposer cela au Bénin. C'est pas du tout la même réalité politique, c'est pas du tout le même contexte sociologique, et c'est séparé. Les peuples béninois, je ne pense pas, n'ont pas, par exemple, ce sentiment anti-français grandissant. Donc, je fais la part des choses à ce niveau. Et pour finir, je crois que cette géopolitique qui est en train de s'inverser, plusieurs professeurs de géopolitique l'ont souligné, notamment Bertrand Badi, c'est que les forces occidentales gagnent à inverser leur politique diplomatique en Afrique, parce que tout miser sur la force, en cherchant de régler les problèmes en employant la force, en envoyant la force Barkhane par exemple, qui n'a rien résolu, eh bien c'est une erreur, et ça se traduit après par un échec. Donc ce qu'il faut faire, c'est miser sur le social, vraiment sur la crise sociale. Il y a une crise sociale en Afrique, particulièrement en Afrique francophone. Il faudrait donc que cette puissance puisse s'investir assez dans le social. En même temps, on va pas faire le bilan de la force Barkhane. En même temps, ce n'est pas trop facile de dire que la force Barkhane a échoué. Parce que Macron et Hollande le disaient déjà, oui, il faut une réponse militaire et sociale. Encore faut-il avoir un gouvernement, on va dire, à la hauteur des enjeux. Et Macron est crédible au plan de la bonne gouvernance. Macron a toujours déploré que, voilà, au Mali précisément, petit à petit, le pouvoir du président Ibeka n'avait pas été à la hauteur des enjeux du moment. Donc du coup, si le politique ne répond pas, la force est forcément obligée, quels que soient les moyens qu'on y met. C'est que des arguments pour couvrir la face de ce qui se passe. Parce que la force Barkhane, il faut le dire, avait des attentes. Et ces attentes ont été déçues par rapport à ce que la force Barkhane a réussi à faire sur le terrain face à la menace terroriste, la menace sécuritaire. Eh bien, il n'y a pas grand-chose qui ont été... Mais comment vous évaluez ça? Mais c'est vrai, si vous n'êtes pas stable politiquement, si les politiques ne vous ouvrent pas les vannes, évidemment que ce serait compliqué, c'est vrai. Oui, comment on évalue concrètement que la force Barkhane a échoué? Sur les résultats et rien d'autre. Sur les résultats, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez... Il n'y a aucun terroriste. Vous prenez le Mali aujourd'hui, le Mali a quasiment perdu la moitié de son territoire. À partir de quand? Mais à partir de 2013 jusqu'en 2022, parce que moi je me situe dans le temps par rapport à cette intervention. Cette intervention n'a pas apporté un plus stratégique pour empêcher ou tout au moins diminuer l'influence terroriste dans ces régions. Et moi je le signale, tant qu'on ne va pas régler le problème social, eh bien ça va être très compliqué. Donc le problème social, que les Européens mettent encore de l'argent sur la table. Pas que les Européens, parce que j'indexe même d'ailleurs la Russie au passage. Oui, bon, la Russie, c'est les armes. Miser sur la Russie comme étant l'alternative géopolitique ou géostratégique du moment, c'est vrai, ça règle le problème de ces anti-français qui sont de plus en plus présents dans les médias, dans la communication, oui. Mais dans le fond, ça ne règle pas le problème social et sociétal de ces contrées. Et tant que ça va perdurer, tant que la menace sociale va perdurer, eh bien, on va se mordre la queue à chaque fois sans régler le problème. Je crois quand même que la France, de toute façon, gagnerait à réviser ses approches. Il y a eu, et je l'entendais un peu en creux de votre intervention tout à l'heure, il y a quand même un gros malentendu. C'est-à-dire qu'avec l'intervention massive de la France, on lui a comme demandé de tout régler. Ouais. Elle ne peut pas tout régler, mais elle s'est donnée aussi à voir comme capable de
de contingenter la oui, menace. et de se battre sur le terrain. Ah, ouais. Et c'est là que le divorce a été le plus net, si on ajoute l'intervention en Libye sous l'égide du président Sarkozy, dont les répercussions militaires déstabilisatrices ont été très nettes. Alors, les Français ont donné l'impression de combattre éventuellement pour leurs propres objectifs. Ouais. Et donc, le hiatus, le divorce, s'est prononcé au fur et à mesure que les résultats ne suivaient pas sur le terrain. De cette intervention. Et structurellement, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on cherche un bilan, la question est de savoir si les armées ont pu être, les armées africaines, notamment maliennes, burkinabées, ont subi un réel renforcement de capacité. Oui, la belle preuve, c'est qu'au Mali, ils ont pu faire un coup d'État. Bon, leur formation a été financée par les pays européens, au moins ça. J'allais souligner un paradoxe. Je pense qu'il y a plus que ça. Un paradoxe par rapport à ça. La France n'a pas eu besoin d'intervenir, par exemple, en Russie, pour aider les forces ukrainiennes, en Ukraine, j'allais dire, pour aider les forces ukrainiennes à repousser les Russes. Oui. Mais pourtant, sur le terrain, on a vu les Ukrainiens réussir. Oui, je n'en discrimine pas. Je viens de donner l'exemple. Les forces spéciales dirigées par Goïta ont bien été formées par les Français et les Européens. La finalité, ça a été quoi? De faire un coup d'État. Non. Dans la gestion, il y a eu de la maladresse. Assimi Goïta fait partie de ceux qui ont été empêchés de former, sans doute, et soutenus, empêchés de rentrer à Kidal. Pour appliquer cette formation. Bon, enfin, ça, vous savez. On ne va pas faire de polémique, on est presque à la fin. Et juste une question. Ça, c'est une question qui nous concerne. On parle d'agitateurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous pose un problème qu'un compatriote, je vais nommer Kémy Séba, fasse partie de cette cohorte qui aille agiter, mettre la braise sur le feu dans d'autres pays? Ça, je veux une réponse sincère, sans polémique. Qu'est-ce que vous en pensez, très concrètement? Écoutez, Kémy Séba, il mène une lutte qui est très... Oui, non, on le sait. Moi, je vous demande, est-ce que ça pose un problème que dans ce qui est arrivé, parce qu'il y a eu des morts... Écoutez, soyons objectifs aussi. Vous avez vu, dernièrement, Macron a cherché à inverser la communication sur Internet. Non, je parle de la communication sur Internet. Oui. C'est parce que justement ces gens sont de plus en plus écoutés, ont de plus en plus de l'influence, que Macron est obligé de redéployer sa communication diplomatique. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que ça vous pose problème que votre compatriote aille souffler sur les braises dans les pays voisins? Je n'appelle pas ça souffler sur les braises. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un panafricaniste et il défend une cause. Et sa cause est très loin d'être absurde. Il faut aussi l'entendre. Sa cause est entendre. Enfin, on peut l'entendre sur certains aspects. C'est vrai que tout n'est pas à prendre comme cela se dit ou cela est en train d'être présenté. Et il ne faut pas non plus le noircir. Parce que je vois que vous essayez quand même... Non, je pose une question. D'accord, mais manifestement, il y a eu deux Béninois qui sont assez actifs et l'autre un peu plus extrémiste que... Ce qui est certain, ça ouvre le débat sur les peuples qui sont de plus en plus anti-français, anti-occidentaux. Et dans cette logique, il faudrait mener peut-être une autre lutte. Peut-être c'est ça la lutte, la nouvelle lutte, la lutte 2.0, la lutte sur les réseaux sociaux. Et on verra bien dans le temps, est-ce que ça aura une influence directe sur nos politiques, sur notre sociologie ou sur notre évolution. D'accord. Je vous pose la même question. Non, ça ne me pose pas d'autre problème que celui de regretter que certains se fassent instrumentaliser gaiement. L'essentiel est de comprendre les mécanismes dessous des cartes et de ne pas se laisser berner. Et quel que soit le jeu des individus, qu'ils portent une nationalité ou pas, ou en aide d'autres, voyez-vous. Vous bottez bien en touche. Non, je n'ai pas la prétention pour être le directeur de conscience de J'avais juste besoin d'avoir votre opinion là-dessus. Mais il est important d'avoir du discernement face à tout ce venant, parce qu'il n'y a pas d'illusion à se faire. Derrière, il y a des ficelles, il y a beaucoup de manipulation. Il faut retenir fondamentalement. Voilà, j'avais besoin de poser la question parce que sur les réseaux, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, certains pointaient du doigt le fait que nos compatriotes soient prompts à aller porter le feu ailleurs, mais soit inertes ou disons soit quoi
par rapport à ce qui se passe chez eux. Ça Donc, il était important, voilà, il était important pour moi de poser la question. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail de la relation de M. Kémy Séba avec les autorités béninoises. Il a eu Maya partir avec elle à un moment donné. Donc, tout est à fait. On verra bien. On n'a plus le temps de... L'autre chose, c'est qu'il faut séparer les choses, puisque ce qui se passe dans ces régions ne peut pas être transposé au Bénin. Il faut séparer au les Bénin, choses. les choses vont bien. Comme Exactement. Il faut séparer les choses. On va finir là-dessus. Merci Abdullah Abdoulaye, consultant et analyste géopolitique, Joël Ataï Gadagui, expert en gouvernance. Nous aborderons la question brésilienne certainement vendredi prochain. Morgana Soba Metonji. Dites un mot peut-être sur la CEDEAO, dont on attendait un sommet ce week-end. Bon, ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut dire que le sommet a été reporté. Certainement pour des raisons importantes, on appréciera après coup. Merci, un clin d'œil à Morgana Soba Metonji pour diverses raisons, il n'a pas pu être avec nous. On lui fait un clin d'œil et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour d'autres développements.